Je m'appelle Magali Girard, je suis la directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le CIX, et il me fait plaisir aujourd'hui de présenter un midi-webinaire méthodologique d'une nouvelle librairie disponible dans R, la librairie StepMix, qui a été développée là, par le professeur Éric Lacourse du département de sociologie à l'Université de Montréal et son équipe. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Félix Laliberté, candidat à la maîtrise en sociologie, et Clémentine Courdy, candidate au doctorat en sociologie, tous deux de l'Université de Montréal. C'est ça, les deux vont faire une présentation sur le clustering non supervisé, inductif basé sur des modèles et la modélisation de mélange généralisé de données continues et catégorielles. Vous voyez que je lis un petit peu la description, je vais en apprendre autant que vous ce midi. Et puis, ils vont vous présenter la nouvelle librairie, le StepMix que je parlais. Donc, c'est ça, Félix. Les travaux de Félix portent sur l'identification d'une typologie de contestataires des mesures sanitaires durant la pandémie. Et Clémentine, pour son doctorat, travaille sur les inégalités d'accès aux soins et services de santé mentale chez les adolescents. Voilà. Et donc, ben, comme d'habitude, dans notre midi webinaire, ça commence par une présentation d'une trentaine de minutes et ensuite suivi d'une période de questions. Donc, je vous invite à utiliser le chat ou le Q&A, le questions-réponses. Puis après ça, ben, quand sera le temps de la période de questions, on pourra échanger. On n'est pas un gros nombre, donc ça sera possible de poser directement vos questions. Et puis, ben, comme vous le voyez, la présentation est enregistrée et sera rendue bientôt disponible sur notre chaîne YouTube pour référence. Et puis, ben, comme d'habitude, on termine vers 13 heures. Alors, je cède la parole immédiatement à Félix et Clémentine. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais commencer mon partage d'écran pour que vous puissiez voir la présentation. Donc, comme ça a déjà été introduit, aujourd'hui, on est là pour vous présenter le package StepMix qui sert à la modélisation de données hétérogènes et complexes par le biais de modèles de mélange généralisés. Package qui a été développé par l'équipe de notre directeur Éric Lacourse, qui est présent avec nous aujourd'hui aussi, et supporté par le support financier du Réseau québécois COVID-Pandémie. Donc, pour la présentation, en fait, moi, je vais commencer par vous expliquer de manière un peu plus générale comment les modèles de mélange généralisés, les modèles de mélange finis en eux-mêmes fonctionnent. Et par la suite, c'est mon collègue Félix qui va prendre la suite de la présentation pour vous présenter le package StepMix et ses particularités de manière un petit peu plus détaillée. Donc, StepMix, en très grand résumé, là, comme je disais, c'est plutôt mon collègue qui va vous en parler. C'est un package de clustering ou de classification par apprentissage automatique non supervisé qui permet donc de modéliser la famille des modèles de mélange généralisés, spécifiquement les modèles de mélange finis, donc avec des variables latentes catégorielles. C'est des modèles que vous connaissez peut-être plus sous le nom d'analyse de classe latente, analyse de profil latent et beaucoup d'autres noms de modèles. Donc, tous ces modèles-là permettent d'identifier des subpopulations homogènes, non observées, à la fois par des données transversales, donc par exemple avec l'analyse de classe latente simple, et pour les données longitudinales avec par exemple l'analyse de classe latente à mesure répétée. Donc, c'est deux types de modèles que StepMix permet de faire. Et finalement, StepMix surtout facilite la modélisation en étapes des modèles de mélange structurel. Donc, les approches en étapes ont été développées dans les quelques dernières décennies, surtout dernières années, pour compenser certains enjeux qu'il y avait avec les modèles de mélange finis plus classiques. Et c'est vraiment quelque chose que StepMix intègre, qui est un bel avantage là, dont on va discuter beaucoup dans la présentation. Donc, les modèles de mélange fini et les variables latentes catégorielles. Bon, déjà, vous voyez que la nomenclature est très variable. L'idée des modèles de mélange fini, des modèles à variables latentes catégorielles, ça peut sembler comme deux choses totalement différentes, mais en fait, on fait bien référence au même modèle. C'est juste que la nomenclature a beaucoup varié au fil de l'histoire et surtout selon les disciplines. Donc, dans la tradition plus statistique, on va parler de modèles de mélange fini. En sciences sociales, on est plus familier avec l'idée des variables latentes catégorielles, mais c'est vraiment la même famille de modèles. Donc, dans la classification qui est assez connue là, avec le tableau que vous voyez ici de Lazarsfeld et Henry de 1968, les modèles avaient été présentés de la manière suivante, avec les variables latentes divisées selon leur type, donc catégorielles ou continues, et les variables manifestes ou les indicateurs qui servent à estimer, construire la variable latente, divisées aussi en termes de variables catégorielles ou continues, ce qui nous donnait les modèles de classe latente et de profil latent qui tombent vraiment, nous, dans la catégorie des modèles dont on va discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, les frontières entre les différents modèles de mélange fini selon le type de variable manifeste sont de plus en plus floues parce que les avancées techniques permettent souvent
de mélanger les types d'indicateurs, comme c'est le cas dans STEPMIX d'ailleurs. Donc, la distinction entre classe latente et profil latent est un peu moins pertinente dans certains contextes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de modèles de mélange fini pour faire référence à toute la famille des modèles, en fait. Et les modèles de mélange fini, dans le fond, postulent l'existence d'une structure latente qui peut être résumée par un nombre fini de catégories, donc une variable latente catégorielle, qui est observable via de multiples variables manifestes. Donc, voilà le concept. Et les modèles de mélange fini permettent donc de classer les individus dans des sous-groupes qui sont distincts et mutuellement exclusifs avec la variable latente catégorielle. Les catégories qui vont représenter donc des profils, des classes, des trajectoires, dépendamment du modèle spécifique dans lequel on est. Les modèles de mélange fini en sciences sociales sont donc assez populaires en général et de plus en plus populaires, surtout dans les dernières décennies avec les avancées technologiques et informatiques qui en facilitent grandement l'utilisation. D'un point de vue historique, les modèles de mélange fini ont été introduits pour découvrir des sous-groupes cachés, des sous-groupes latents au sein d'une population. Donc, les chercheurs souhaitent souvent étudier des phénomènes de nature très complexes, mais impossibles à observer directement. Donc, si on prend l'exemple des classes sociales, beau concept central dans plusieurs disciplines de sciences sociales, mais non observable directement. Donc, on doit utiliser plusieurs variables manifestes pour construire une ou plusieurs variables latentes qui vont représenter notre concept d'intérêt. Et les modèles de mélange fini sont une des manières de créer ces variables latentes-là, spécifiquement pour créer des variables latentes catégorielles. Les modèles de mélange fini vont être très spécifiquement valorisés pour leur côté inductif par rapport à d'autres méthodes de clustering dans lesquelles il faut parfois imposer certains paramètres ou, par exemple, décider notre nombre de classes à l'avance. Le côté inductif des modèles de mélange fini va être vraiment très intéressant en sciences sociales où on a un peu moins d'a priori. Et ensuite, il faut aussi savoir que les sous-groupes qu'on obtient grâce au modèle de mélange fini, on peut les interpréter soit à la manière de réelles catégories discrètes, qualitativement distinctes, donc d'une certaine manière comme si c'était une variable nominale, ou plutôt comme une approximation de distribution non normale dans la population qu'on ne serait pas capable d'observer directement et qu'on approxime grâce à une variable catégorielle qui serait donc plutôt ordinale, si on veut. Donc, quand on estime des modèles de mélange finis, en contexte de recherche, généralement, on veut lier la variable latente qu'on a créée à des variables externes. C'est très rare qu'on veut tout simplement créer des sous-groupes et les décrire et s'arrêter là. Souvent, on veut soit utiliser un prédicteur pour prédire notre variable latente, avoir des covariables, ou à l'inverse, utiliser notre variable latente pour prédire un résultat, donc un distal outcome qui vient après notre nouvelle variable latente. Donc, c'est le fait qu'on veut ajouter justement des variables externes fait qu'on a un peu deux modèles à estimer. Donc, d'abord, le modèle de mesure qui sert vraiment à estimer, à créer la variable latente en elle-même, et ensuite le modèle structurel qui, lui, suppose l'ajout de variables externes, que ce soit des prédicteurs ou des outcomes ou des covariables. Et la manière dont on estime le modèle structurel, donc le fait que le modèle structurel avec les variables externes soit estimé simultanément avec le modèle de mesure, séparément, après, avant, comment ils sont séparés, c'est un enjeu assez majeur au niveau statistique dans ces modèles-là, qui a mené au développement des approches dites par étapes, dont on va beaucoup discuter aujourd'hui. Donc là, moi, je vais vous parler du modèle de mesure, de comment il est estimé, et ensuite, plus tard dans la catégorie, dans la présentation, désolé, on va passer à l'explication plutôt du modèle structurel et des étapes dans le modèle structurel. Donc, dans le modèle de mesure, la première étape, ça va être l'estimation algorithmique du modèle, évidemment. Donc, comme j'ai déjà un peu mentionné, c'est une méthode inductive par nature, donc on n'a aucun a priori sur les paramètres du modèle. Donc, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va tester le modèle pour plusieurs classes. Donc, on va partir de 1 classe, 2 classes, 3 classes, jusqu'à à peu près 10 classes en général. On va demander donc au logiciel quelconque qu'on a d'estimer les paramètres pour un modèle qui a ce nombre de classes-là. Et les paramètres vont être estimés avec un algorithme d'expectation maximization jusqu'à ce qu'on obtienne le maximum de vraisemblance, le maximum likelihood. Dans cette opération-là, il y a deux types de paramètres qui sont estimés. La prévalence des classes, donc si on a demandé au logiciel de nous estimer un modèle à 3 classes, ben, comment les cas de l'échantillon sont répartis dans ces 3 classes-là, et les probabilités conditionnelles de chaque indicateur selon la classe, les coefficients. Donc, autrement dit, les patterns de réponse dans chaque classe sur nos différentes variables manifestes. C'est important aussi de savoir que les modèles de mélange fini postulent l'indépendance conditionnelle des indicateurs à l'intérieur de sa classe. Donc, les indicateurs ou les variables manifestes servent à estimer la variable latente, les différentes classes, mais devraient être complètement indépendants à l'intérieur de chaque classe. Et finalement, juste pratique à savoir, les modèles de mélange fini sont très bien adaptés pour la gestion des cas de données manquantes. Donc, on peut utiliser le Full Information Maximum Likelihood ou l'imputation multiple généralement avec les modèles de mélange fini, ce qui est assez utile en contexte de recherche réelle où on a souvent des données manquantes.
Donc, une fois qu'on a estimé nos modèles avec un différent nombre de classes, donc par exemple 1 à 10 classes, on va vouloir comparer ces modèles-là, évidemment, et choisir le modèle optimal, le modèle le plus parcimonieux, qui résume le mieux les données, la réalité, tout en étant le plus concis possible. Et pour ça, on va utiliser les indices de fit. Donc, on a 2 catégories d'indices de fit qui sont utilisés avec les modèles de mélange fini. Les critères d'information, comme le BIC, le AIC. Généralement, c'est le BIC qui est favorisé. Ce qu'on veut, généralement, c'est juste la valeur la plus basse. Et c'est ça qui va être considéré comme le modèle le mieux ajusté, avec un petit peu de nuance, là, mais pour résumer. Et les tests de vraisemblance, donc comme les likelihood ratio tests, en fait, qui vont nous dire pour chaque modèle, donc à chaque fois qu'on ajoute une classe, si ce modèle-là est mieux ajusté que le précédent ou pas. Ce qui nous permet de dire, donc par exemple, à partir de 6 classes, il n'y a plus d'amélioration. C'est une interprétation de ce style-là. Donc, en plus des indices de fit, il faut évidemment considérer l'interprétation théorique du modèle dans le choix. Donc, est-ce que les classes qu'on a obtenues, par exemple, font du sens, sont interprétables avec la théorie qu'on a? Et une fois qu'on a sélectionné notre modèle avec le nombre de classes optimales, on va pouvoir assigner les cas aux classes et aller regarder comment les classes sont construites, c'est quoi les différences, etc. Donc, pour finir l'explication, faciliter un petit peu la discussion, on va prendre un exemple qui est un exemple de classe latente simple. Donc, l'analyse de classe latente est généralement le modèle de mélange fini le plus connu, le plus utilisé en sciences sociales, dans lequel on a plusieurs items catégoriels qui servent à estimer une variable latente catégorielle également. L'exemple qu'on va vous donner aujourd'hui est basé sur des articles de Back et al. Avec les données de l'enquête sociale générale américaine de 1976-77. Donc, vous pouvez aller voir les articles aussi si jamais vous voulez plus de détails. Et l'objectif dans cet exemple-là était de prédire le statut social des parents à partir de 3 indicateurs. Donc, on avait le score de prestige de la profession du père, le niveau d'éducation de la mère et le niveau d'éducation du père. Donc, après avoir estimé des modèles avec un différent nombre de classes, le modèle qui a été retenu était le modèle à 3 classes, que je vous montre juste ici. Avec ça, en fait, c'est les résultats qui ont été reproduits dans StepMix, là, de l'exemple qui avait été originalement fait dans l'article de Bach et ses collègues. Donc, les indices d'ajustement, c'est ça, montraient que le modèle à 3 classes était le plus parcimonieux. Donc, on voit qu'on a les 2 types de paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. On a les prévalences de classe. Donc, dans la classe à statut social faible, on a 70% des cas. Ensuite, 23% des cas pour la classe moyenne et 7% pour la classe élevée. Et ensuite, on a les probabilités conditionnelles, donc les patterns de réponse pour nos 3 variables manifestes, nos 3 indicateurs dans chacune des classes. Donc, on voit que dans la classe sociale, dans la classe qu'on a identifiée comme représentant le statut social faible, ben, on a un prestige d'emploi du père qui est généralement faible ou moyen et le niveau d'éducation de la mère ou du père est généralement inférieur au secondaire. Dans la classe moyenne, on a plutôt un prestige moyen, le niveau d'éducation est un petit peu plus élevé et finalement, dans la classe sociale élevée, on a vraiment un prestige d'emploi plus élevé et les niveaux d'éducation sont plus élevés, surtout pour le père. Donc, c'est ça qui nous permet de donner des noms et d'interpréter les classes. Donc, à partir de là, en fait, on va passer, ça c'était pour le modèle de mesure, donc on a estimé les classes. À partir de là, on va passer au modèle structurel dans lequel on veut ajouter des variables externes au modèle de mesure. Donc, je vais passer la parole et le partage d'écran à mon collègue Félix qui va faire la suite de l'exemple. Donc, vous voyez bien? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, maintenant, on veut se demander si les revenus des répondants vont varier en fonction de la classe sociale de leurs parents. Donc, on veut tester si la VI classe sociale des parents, qui est une variable latente, permet de prédire la variable dépendante digitale, le revenu du répondant exprimé en milliers de dollars. Donc, ici, on a les paramètres du modèle structurel. Puisque la VI est catégorielle et la VD continue, bien, le modèle structurel peut être paramétrisé comme une régression. Dans le premier tableau, on a les paramètres, ce sont les revenus moyens estimés selon la classe sociale des parents. On peut voir que les moyennes de revenus sont plus élevées pour celles et ceux dont les parents proviennent de la classe moyenne et celles et ceux que les parents proviennent de la classe à statut élevé. Donc, on va parler de classe moyenne, classe élevée. Puis, le deuxième tableau va présenter les résultats de la régression, qui sont des différences de moyenne. Donc, ici, on a utilisé une technique de rééchantillonnage et plus précisément du bootstrap non paramétrique pour réaliser la régression. La régression ici indique que, comparativement aux répondants dont les parents proviennent de la classe à statut faible, celles et ceux dont les parents proviennent de la classe à statut moyen ou élevé ont en moyenne des revenus qui vont être différents et statistiquement plus élevés. Donc, ensuite, on va voir que ces résultats-là sont biaisés. Mais juste avant, petit rappel,
Lorsqu'on ajoute une ou plusieurs variables externes, il y a deux modèles. Il y a le modèle de mesure, qui est un modèle probabiliste, où chaque répondant a une probabilité postérieure d'appartenir à la classe C étant les catégories de la variable latente. Puis dans notre exemple, le 18e répondant, il y a une probabilité de 0,6 d'appartenir à la classe faible et une probabilité de 0,4 d'appartenir à la classe moyenne. Ça, c'est le modèle de mesure. Le modèle structurel, c'est la relation entre le modèle de mesure et là où les variables externes. Dans le fond, dépendamment du type de variable externe, on utilise l'un ou l'autre des modèles de la famille des modèles linéaires généralisés, les GLM. Bon, concrètement, comment on a réalisé le modèle structurel? Bien, ça s'est fait en 3 étapes. La première, c'est qu'on estime les paramètres du modèle de mesure. C'est notre modèle de classe latente que ma collègue Clémentine a présenté. C'est un modèle probabiliste. Ensuite, on va assigner les individus aux classes. Donc, on va créer une nouvelle variable dans notre base de données. En pratique, c'est ça qu'on fait pour, en 3e étape, estimer les paramètres du modèle structurel. Donc, on examine la relation entre la nouvelle variable créée et, dans notre cas, la variable dépendante distale. Petit problème, par contre. À l'étape 2, on a introduit un biais d'assignation. C'est-à-dire qu'on a fait une assignation qui va être déterministe aux classes latentes. On a, en pratique, extrait les classes par assignation modale, puis on les utilise comme les catégories d'une variable connue. Si on reprend notre exemple du 18e répondant, bien, il y a maintenant une probabilité de 1 d'appartenir à la classe faible, alors qu'elle était de 0,6 et de 0,4 pour la classe moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est une approche en 3 étapes, c'est l'approche naïve en 3 étapes. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va biaiser les paramètres du modèle structurel à l'étape 3 dû à l'introduction du biais d'assignation à l'étape 2. Puis en pratique, ce que ça va avoir comme effet, bien, c'est de venir sous-estimer la force de la relation entre la variable latente et la variable dépendante distale. Donc, il y a eu plusieurs approches qui ont été proposées pour réaliser des modèles structurels. Dans le fond, le but, c'est d'utiliser celle qui est la plus robuste, notamment pour inférer. Puis, la question de la robustesse porte sur le nombre d'étapes à suivre et les corrections à apporter dans les étapes. Donc, on parle d'approche stepwise. Puis, la première, c'est l'approche en une étape. L'approche en une étape, c'est une autre approche qui est traditionnellement utilisée comme l'approche naïve en 3 étapes. Le principe, cette fois, c'est qu'on va estimer les paramètres du modèle de mesure et les paramètres du modèle structurel simultanément. Donc, tous les paramètres sont libres et estimés en une seule étape, donc d'où le one-step approach. Par contre, on crée un nouveau problème. Dans le fond, l'approche en une étape a tendance à rendre le modèle de mesure ininterprétable. Les prévalences et les patrons de probabilité conditionnelle, qui sont les patrons de réponse pour comprendre ce que représentent les classes, sont différents de ce qui est observé sans variable externe. Donc, on va dire que le modèle de mesure est distordu. Puis, ça, c'est problématique en contexte de recherche parce qu'on va inférer potentiellement des effets qui ne représentent pas vraiment la relation entre, les classes latentes identifiées qui sont en général présentées d'abord dans un article, de la même manière qu'aujourd'hui, Clémentine a présenté d'abord le modèle de mesure. Puis ensuite, là où les variables externes qu'on va examiner dans un tableau, comme que j'ai présenté tantôt, le tableau de la régression. Donc, ce n'est pas les mêmes classes qu'on va finalement examiner la relation sur. Donc, ça, c'est d'une part, mais en plus de ça, le modèle de mesure va être modifié à chaque ajout ou retrait d'une variable externe. Donc, ça aussi, c'est problématique en contexte de recherche parce que, bien, dans le fond, le modèle de mesure n'est pas vraiment stable lorsqu'on fait une étude exploratoire. Donc, il existe plusieurs approches qui ont été proposées qui sont plus modernes et robustes, notamment les approches en 3 étapes avec correction de biais. Dans le fond, l'objectif, c'est d'apporter une correction au niveau du biais d'assignation aux classes introduites à l'étape 2. On parle de Biased Adjusted Three-Step Approach. Puis, les 2 populaires sont les approches en 3 étapes avec correction BCH et ML. Rapidement, BCH, c'est pour le nom des auteurs, puis dans le fond, c'est des poids qu'on va obtenir à partir des probabilités de mauvaise classification. Et ML, c'est pour le maximum likelihood, le maximum de vraisemblance. Donc, c'est une correction qui est basée sur le maximum likelihood plutôt que des poids comme les poids BCH. Par contre, le principe, c'est le même. C'est que dans la première étape, on va estimer les paramètres du modèle de mesure. Donc, ça, c'est la même chose que dans l'approche naïve en 3 étapes. Pour
à la deuxième étape, on va aussi assigner les individus aux classes, mais aussi estimer les probabilités de mauvaise classification. En fait, ça va permettre à la troisième étape d'estimer les paramètres du modèle structurel qui vont être corrigés de l'incertitude d'assignation aux classes qu'on a introduit à l'étape 2. Ça, c'est pour les approches en 3 étapes avec correction du biais. Et finalement, il y a l'approche en 2 étapes proposée par Bach et Coix en 2018. Et l'idée, c'est que les approches en 3 étapes avec correction, ils demeurent biaisés dans certaines situations, notamment lorsque le degré de séparation des classes est faible. Donc, on parle d'un indice d'entropie de 0,6, 0,5, dépendamment des auteurs et de la simulation, mais dans ces cas-là, les approches en 3 étapes avec les corrections ne sont pas efficaces, notamment c'est la correction qui n'est pas bonne. Donc, l'idée, c'est que, en fait, on n'a pas besoin de l'étape entre le modèle de mesure et le modèle structurel, donc assigner les individus aux classes, on n'a pas besoin de le réaliser. Donc, l'idée, c'est simplement de le supprimer. Donc, l'approche en 2 étapes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer les paramètres du modèle de mesure pour ensuite les fixer, puis estimer les paramètres du modèle structurel. Donc, entre les deux, les individus ne sont pas assignés aux classes latentes. Donc, si on revient à l'exemple, bien ici, on a les moyennes de revenus estimés des répondants selon la classe sociale de leurs parents et selon les différentes approches. Première chose qu'on peut voir, c'est que le modèle de mesure de l'approche en une étape, bien, il est distordu parce que les patrons de réponse et les prévalences, ce n'est pas les mêmes qu'on a observés avant. Donc, on ne peut pas vraiment interpréter ces résultats-là. Ensuite, on peut observer que donc, les moyennes estimées bien, vont varier en fonction de l'approche utilisée, ce qui montre que, dans le fond, les résultats des différentes approches sont différents. Puis on peut aussi voir que les erreurs types sont plus élevées pour les répondants qui ont des parents qui proviennent de la classe à statut élevé ou de la classe élevée. Donc, ça, c'est différent que c'est plus élevé que pour celles et ceux dont les parents proviennent de la classe faible. Donc, on est en présence d'hétéroscédasticité, parce que on le voit ici, ça se répète pour chaque approche. Ensuite, on sait que l'approche naïve en 3 étapes bien, a des paramètres qui sont biaisés par le biais d'assignation à l'étape 2. Donc, il faudrait choisir parmi l'approche BCH, ML et en 2 étapes. Donc, dans ce cas-ci, on sait que BCH est la plus robuste, notamment par les études de simulation qui ont été réalisées depuis les 10-15 dernières années. On sait que BCH est plus robuste en contexte où ce que la variable dépendante distale, elle est continue. En présence d'hétéroscédacité, c'est encore plus vrai, mais aussi, dans ce cas-ci, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais rapidement, il y avait une certaine asymétrie au niveau de la distribution de la variable dépendante distale. C'est encore plus robuste BCH dans ce cas-là. Donc, on sait que c'est le plus robuste. Donc, ici, on peut voir que, notamment, les erreurs types sont plus petits pour l'approche BCH que pour l'approche ML et en 2 étapes. Puis ça va avoir des conséquences quant aux conclusions d'une étude. Donc, si on s'en vient maintenant aux différences de moyenne selon les différentes approches et les classes, où on a toujours la classe faible comme catégorie de référence, bien, on peut voir que ici, les chercheurs qui auraient utilisé l'approche en 2 étapes n'aurait pas rejeté l'hypothèse nulle concernant les revenus de la classe moyenne, donc les parents qui proviennent de la classe moyenne, alors qu'ils devraient, lorsqu'on se base sur des approches qui sont plus robustes, notamment celle qui est de BCH. Donc, on voit aussi qu'au niveau de la signification statistique, l'approche en 2 étapes, on a une valeur de P de 0,116. Donc, ça montre aussi l'importance d'avoir les différentes approches en fonction des contextes avec lesquels on est confronté. Puis, pour récapituler, on a ici plusieurs approches en étapes qui ont chacune leurs forces et leurs faiblesses. Donc, on sait que l'approche en 1 étape et l'approche en 3 étapes naïves sont biaisées. Donc, ça, il ne faut pas les utiliser, puis c'est pour différentes raisons, dans différents contextes. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que, en fond, il faut trouver un compromis entre le biais de l'approche en 1 étape et le biais de l'approche en 3 étapes naïves. Donc, chaque approche robuste, donc on parle de BCH, ML ou de l'approche en 2 étapes, bien, leurs forces et leurs faiblesses, ça dépend de conditions comme le type d'indicateur inséré, leur distribution, la taille de l'échantillon, le degré de séparation des classes, mais aussi la présence ou non de données manquantes ou la complexité du modèle, parce qu'on peut avoir plusieurs variables latentes dans un modèle, plusieurs covariables, plusieurs variables dépendantes distales, donc ça dépend de la complexité du modèle. Par contre, il y a un consensus.
c'est que le modèle de mesure doit être fixé avant l'ajout de variables externes parce que c'est au niveau théorique, on veut que le modèle de mesure soit le même lorsqu'on on présente d'abord le modèle de mesure pour le comprendre, puis ensuite on examine les variables externes. Donc ça, c'est un consensus. Les approches en étapes, les seules qui sont robustes, je répète, c'est BCH, ML et l'approche en 2 étapes, souvent les plus robustes et utilisées dans la littérature, bien, sont offerts dans les logiciels commerciaux, notamment M+, et Rate and Go, qui sont des logiciels qui sont très utilisés dans la littérature puis sont robustes. Quand on va voir ce qui est offert dans les logiciels libres, notamment R et Python, on peut voir que les packages sont très limités. Et c'est là l'intérêt de StepMix, c'est pour ça qu'on le présente aujourd'hui et qu'on l'a développé. Si on regarde pour l'approche en 2 étapes, en fait, il y avait seulement un package qui permettait de l'utiliser, c'est Multilevel LCA. Dans le fond, c'est les mêmes auteurs qui ont développé et théorisé l'approche en 2 étapes. Donc, ces auteurs-là ont offert un package dernièrement, que c'est nouveau comme package, puis, dans le fond, permet d'utiliser l'approche en 2 étapes, mais comme on a vu précédemment, ce n'était pas la bonne étape, la bonne approche en étapes à utiliser. Au niveau des approches en 3 étapes, avec correction, bien, il n'y avait aucun package, autant dans R que dans Python, qui permettait de l'utiliser. Puis StepMix, ça permet de faire ça d'abord. Ensuite, si avant, on voulait utiliser un modèle de classe latente, le package le plus populaire, c'est le package PowerLCA, c'est environ le 8e package dans la liste. C'est un package très utilisé pour faire des analyses de classe latente, où ce qu'on a des variables dans nos variables qui sont des indicateurs de notre modèle de mesure. On va les avoir catégorielles. Si elles sont continues et distribuées normalement, c'est une analyse de profil latent. On va utiliser MCLOS ou TidyLPA aussi, qui est très populaire, pour faire ces modèles-là. Par contre, StepMix, ce que ça permet de faire aussi, c'est d'avoir des modèles avec des indicateurs qui vont être soit distribués normalement, ou soit catégoriels, binaires, ou catégoriels à plus de 2 catégories. Donc, on peut avoir différents indicateurs dans notre modèle de mesure, ce qui permet en pratique de ne pas, transformer les variables pour que ça fitte avec l'ensemble d'indicateurs qu'on a. Donc, si on a, par exemple, 6 variables catégorielles, puis une autre qui continue, soit la transformer ou soit simplement pas l'utiliser dans notre analyse pour réaliser le modèle de mesure alors qu'elle est intéressante, cette variable-là. Puis, ça, c'est de 2. Donc, de 3 aussi, c'est que StepMix, ça permet de faire des modèles structurels plus complexes. Donc, ce n'est pas tous les packages qui permettent d'avoir des covariables, notamment pour faire le one-step approach, malgré que l'approche en 3 étapes naïves pourrait être utilisée en créant des catégories dans une base de données. Donc, ça peut être pas mal toujours fait, mais on sait qu'elle est biaisée. Donc, l'idée, c'est que StepMix, ça permet d'ajouter différents modèles, enfin, on ajoute différentes covariables, puis variables dépendantes distales dans un seul modèle en utilisant toutes les approches aussi. Donc, on a, par exemple, un modèle où on aurait 10 covariables qui vont venir prédire une variable latente, par exemple un modèle de classe latente. Puis, ce modèle de classe latente-là peut venir prédire différentes variables dépendantes distales. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là, encore une fois, avec différentes distributions pour chacune des variables externes. Et finalement, on peut utiliser FIML dans ces cas ici. Donc, on peut avoir différentes données manquantes, autant sur le modèle de mesure que sur le modèle structurel. C'est géré par FIML. Donc, à ce niveau-là, ça permet d'éviter de faire du listwise deletion dans beaucoup de scénarios, du moins. Puis, ça évite, dans le fond, de venir changer nos résultats en fonction des modèles qu'on fait pour avoir une certaine stabilité aussi. Donc, tout ça faisait qu'avant StepMix, il fallait utiliser différents packages pour différentes analyses. Puis aussi, il fallait faire des choix par rapport aux analyses qu'on allait faire. Puis au final, ce qui se passait, c'est que les approches en une étape et en 3 étapes naïves, ils étaient encore beaucoup utilisés dans la littérature. Donc, on voit ça souvent, d'où l'intérêt de StepMix. Bon, là, on peut se dire, OK, mais aussi au niveau la syntaxe, il y a des packages qui sont super faciles à utiliser, d'autres super complexes. L'idée aussi de StepMix, c'est d'avoir une interface qui était modulable, très user-friendly. Ça ressemble beaucoup à PowerLCA, si vous connaissez le package d'analyse de classe latente. Ici, je présente la syntaxe Python parce que le Bootstrap n'est pas encore disponible dans R. StepMix reste une librairie en développement. Par contre, la syntaxe Python, c'est sensiblement la même chose que dans R. Donc, si vous avez déjà un peu codé dans R, peut-être que ça vous parle. Donc, ici, on peut voir les 3 fonctions principales de StepMix. La première, c'est la fonction StepMix qui permet de venir spécifier le modèle. Donc, ici, on va dire
qu'on a comme premier argument 3 classes, c'est le N components. Le prochain argument, c'est on indique que dans le modèle de mesure, on va avoir des variables là, qui vont être catégorielles. Puis le NaN ici, c'est pour dire qu'il y a des données manquantes. Donc, c'est pour utiliser le Full Information Maximum Likelihood. Donc, c'est l'équivalent NaN dans le langage R de Na, donc avoir des données manquantes. Ensuite, prochain argument, on a structurel. Donc, ici, on indique que dans le modèle structurel, on a une variable dépendante digitale qui est continue avec des données manquantes. C'est notre revenu du répondant exprimé en milliers de dollars. Et à la prochaine ligne, bien, on indique 2 arguments. L'argument n-step est égal à 3, c'est on a un modèle qu'on va utiliser l'approche en 3 étapes avec correction BCH. Et ensuite, on a 3 autres arguments, bien, simplement un seed aléatoire, donc un random state, on va mettre 1, 2, 3 comme ça. Ensuite, on a le nombre d'initialisation de l'algorithme EM. Donc, en gros, ça permet ici de s'assurer qu'on ne tombe pas sur un maximum local dans ce cas-ci. Et finalement, verbose est égal à 1, tout simplement pour avoir le output, en fond, imprimer les résultats dans l'output lorsqu'on va lancer la fonction fit, la deuxième fonction qui permet d'ajuster le modèle. Ici, il y a 2 arguments. Le premier, c'est les données du modèle de mesure, donc le data frame du measurement model, ici qui est marqué. Donc ici, simplement une base de données où ce qu'on va rentrer nos indicateurs de notre modèle de classe latente. Puis ensuite, on va avoir une base de données avec nos indicateurs du modèle structurel. Donc ici, on avait seulement une variable dépendante digitale, le revenu du répondant qu'on a mis, ça fait comme un vecteur, donc on le met là-dedans. Puis ensuite, la troisième fonction, c'est pour faire du bootstrap, notamment pour inférer. Ici, la fonction elle ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. Donc ici, on a une fonction qui va s'appeler bootstrap stats, où on indique les données du modèle de mesure, les données du modèle structurel, puis le nombre de répétitions de l'algorithme. On met ça dans un objet qui va s'appeler dfboot. Puis pour celles et ceux qui sont plus familiers avec Python et plus particulièrement avec Panda, bien, ça nous donne un dictionnaire de data frame qui permet, dans le fond, d'avoir bien classé tous les différents paramètres qui ont été bootstrappés pour réaliser ce qu'on veut ensuite pour inférer. Donc, ça, c'est pour celles et ceux qui sont plus à l'aise avec Python, donc vous comprenez l'intérêt de ça. Pour celles et ceux qui sont moins familiers avec Python ou familiers avec Python, je vous invite, dans le fond, à aller voir la page GitHub du package StepMix. Il y a plusieurs exemples qui sont disponibles, puis on peut les rouler directement à partir de Google Colab. Pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi Google Colab, dans le fond, c'est juste que ça permet de lancer les exemples sans avoir besoin de devoir préalablement installer notamment Python, un environnement comme Jupyter Notebook ou les packages comme Panda ou StepMix, d'autres packages de base, disons. Là. Donc, vous pouvez lancer rapidement des exemples sans installer. Donc, ça peut vous donner les premiers exemples, c'est intéressant. Donc, pour synthétiser, c'est quoi StepMix? Bien, c'est une interface qui est modulable, qui permet de réaliser des modèles de mélange avec différentes caractéristiques. Il y a aussi un module qui offre différents utilitaires de simulation, notamment pour avancer les connaissances en matière des différentes approches en étapes, qui sont encore en développement. Puis, comme je l'ai expliqué rapidement, un module de bootstrap non paramétrique pour obtenir des intervalles de confiance ou des p-values. Enfin, il y a plusieurs développements dans le futur. Donc, notamment, on va faire un package de modèles de mélange généralisé, du moins, modèle de mélange fini généralisé. Donc, on va avoir d'autres distributions. En ce moment, StepMix supporte la distribution gaussienne, donc des distributions normales, mais on aimerait ça également avoir d'autres distributions pour ne pas avoir besoin de venir transformer des items dans notre modèle de mesure, par exemple. Donc, réaliser des modèles avec des variables, comme par exemple une distribution poisson. Puis ensuite, des modèles longitudinaux, donc par exemple, l'analyse de transition latente qui permet d'examiner des transitions d'une classe latente à une autre dans le temps. Un modèle très populaire aussi qui est proche de l'analyse de classe latente, c'est la version, disons, longitudinale de l'analyse de classe latente. Puis, par exemple, les analyses de trajectoire par classe latente qui permet d'examiner des trajectoires prototypiques dans le temps en fonction de réponse à un indicateur. Donc, voici StepMix. On espère que vous avez aimé la présentation. On espère aussi que vous avez des questions pour nous. Puis, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Félix et Clémentine. Super présentation. Je vois aussi que Clémentine et Pascal ont été actives sur le chat, un petit peu répondre à certaines interrogations, là, entre autres concernant
la disponibilité des diapos plus tard. Donc, on va rendre ça disponible là, sur notre page Internet là, qui annonce ce midi webinaire. Puis, je vois qu'il y avait une question aussi sur une référence là, pour l'auteur Bach, puis Eric a déjà répondu avec une référence. Je vois aussi une question concerne, est-ce qu'on pondère, je pense que c'était pendant que Clémentine présentait, est-ce qu'on pondère par la probabilité d'assignation? Oui, ben, je vais répondre d'un point de vue théorique. Je vais laisser Félix répondre sur ce qui est possible dans StepMix parce que j'avoue que je ne suis pas 100% certaine. D'un point de vue théorique, quand on assigne les cas aux classes, il y a plusieurs possibilités là, dans la manière de faire, mais les deux plus connues, plus fréquentes, ça serait soit l'assignation modale ou l'assignation proportionnelle. Donc, comme Félix l'a expliqué, les modèles de mélange fini sont des modèles probabilistes. Donc, les cas ont tous des probabilités d'appartenir à chacune des classes qu'on a créées. Et généralement, ils ont des probabilités non nulles, en fait, d'appartenir à toutes les classes. Donc, les deux manières les plus communes d'assigner les cas à une classe en particulier, ça va être soit de prendre le mode, donc tout simplement, pour un cas particulier, la probabilité la plus haute, on classifie le cas dans cette classe-là, fin de la question, ou d'y aller de manière proportionnelle, donc de pondérer, si on veut, oui, chaque cas en fonction de sa probabilité d'assignation à chacune des classes. C'est un peu comme les deux manières les plus communes, mais il y en a d'autres aussi un petit peu plus complexes là, qui existent pour différentes situations avec lesquelles je suis un peu moins familière. Au niveau de ce qui est possible dans StepMix, Félix? Ben, c'est notamment l'approche BCH, qui est une pondération basée sur les mauvaises classifications. Donc, oui. Mais on peut faire l'assignation modale ou proportionnelle aussi dans. Oui, c'est ça. Bon, donc les deux options simples les plus communes sont disponibles dans StepMix, oui. Merci. Bon, je vois que les diapos sont déjà disponibles sur notre site web. C'est vraiment efficace. Parfait. Oui, bon, il y a un merci de la personne qui avait posé la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? D'autres commentaires? Vous pouvez prendre la parole. Comment les données manquantes sont prises en charge? Ben, c'est par le Full Information Maximum Likelihood. Donc, ce qui permet de supporter des données manquantes qui vont être dans le modèle de mesure, dans le modèle structurel. Au niveau des équations, par contre, je ne peux pas vraiment expliquer comment c'est fait derrière, mais l'idée, c'est que on peut avoir, ça va être géré avec Full Information Maximum Likelihood. Donc, c'est le FIML. OK, parfait, merci. Bon, on dit que c'est clair comme explication, merci. Bon, ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vérifie le chat. Voilà. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Attends, oui, il y en a une. Peut-on prendre en compte le poids d'échantillonnage lorsqu'on travaille avec des données d'enquête? Félix? Ça, c'est une bonne question, je ne le sais pas. Éric, oui, peut-être? Oui, on peut utiliser exactement un poids d'échantillonnage. Tu sais qu'il n'y a pas d'exemple. On va en faire un. C'est une bonne idée d'en faire un dans Google Colab pour montrer que c'est possible d'intégrer les pondérations dans StepMix. Donc oui, ça a été intégré. Oui, à développer. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Bon, ben, je vous remercie. Oui, voilà. Je vous remercie, Félix et Clémentine, pour votre présentation. Super intéressant. Puis, comme je répète, la présentation PowerPoint est déjà disponible sur notre site Web. Et puis, la vidéo YouTube va être rapidement rendue disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Puis, je vais vous souhaiter un bel après-midi à vous tous.